OK, donc les bascules. Là, on rentre dans le vif du sujet. OK? Les bascules, c'est un morceau de circuit qui sert à répondre à l'horloge. OK? C'est elle qui va utiliser l'horloge pour synchroniser le transfert des données ou le mouvement des données. OK? Donc, comment ça fonctionne? Ben, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a essayé de voir avec des portes logiques, parce que les premières choses qui sont arrivées en logique, c'est des portes. Puis là, on a essayé d'utiliser des portes pour fabriquer un système de mémorisation. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un circuit asynchrone, mais séquentiel. Donc, on a été capable, en utilisant ce genre de configuration-là, évidemment, ça, c'est vraiment une configuration de base. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a des bascules qu'on appelle maître-esclave, qu'on a appelé longtemps comme ça. Là, vous avez jamais entendu parler de ça, mais vous pouvez toujours aller voir ça sur Internet. Vous allez trouver de la documentation là-dessus. C'est des portes logiques configurées avec des rétroactions et toutes sortes d'affaires qui se comportent comme une bascule. Bon, c'est beaucoup plus du génie électrique. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez capable d'utiliser une bascule, les bascules qu'on utilise aujourd'hui et ceux qu'on voit dans la plupart des systèmes numériques. Je dirais la plupart, c'est 99% du temps. De temps en temps, ça peut être utile d'utiliser une bascule SR, mais c'est plutôt rare. Aujourd'hui, moi, j'utilise tout le temps une bascule D synchrone. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis, c'est même plus stable. Donc, tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, je vais vous montrer un problème qu'il y a avec la bascule SR. Donc, la bascule SR, c'est une double rétroaction comme ça. Je vais aller... ouais, je l'ai, c'est ça. Donc, je vais vous montrer, il y a un problème avec ça. J'ai codé la bascule SR en VHDL ici. Donc, c'est assez simple. J'ai tout simplement créé une sortie Q underscore S puis not Q underscore S. Donc, c'est exactement ce que vous voyez ici. Puis, j'ai ma sortie Q underscore O puis not Q underscore O. Donc, Q underscore S, je l'assigne en permanence sur le out. Puis, même chose pour le not Q underscore S, je l'assigne en permanence sur le out. Par contre, si vous regardez l'équation, j'ai fait exactement l'équation qui est là. Donc, j'ai rentré S underscore I, puis Q underscore S qui rentre dans le not OR, puis je l'assigne à not Q underscore S. Donc, j'ai carrément rentré l'équation de ce que vous voyez là. Okay? Même chose pour l'autre partie, donc l'autre porte logique non ou, je l'ai codé carrément comme ça. Donc, ça, c'est le code d'une bascule SR avec des portes non ou. Donc, je vais aller au tableau avec ça. Donc, si vous regardez une bascule SR standard, donc j'ai ma porte OU comme ça, une rétroaction, j'ai un autre porte OU. Hop. Puis ce qui sort ici s'en vient ici. Voilà. Ça, c'est S, ça, c'est R, puis G, Q bar, puis Q ici. OK? Donc, si je mets tout à 0, 0 ici, 0 là, on va commencer comme ça. Je mets 0 ici, puis évidemment, je m'attends à ce que j'aie 1. OK? Juste pour vous montrer la fonctionnalité de ça. Si j'ai 0 partout, si j'ai 1 ici, 1 dans un OU, ça donne 1. Hein? Mais inversé donne 0. Donc, c'est stable. J'ai 0, 0. 0 ou 0, ça donne 0. Inversé donne 1. Puis 1 ici donne 0 là. Parfait, ça ne bouge pas. C'est stable. Maintenant, si je mets un 1 sur S, je mets un 1 sur S, qu'est-ce qui se passe? J'ai 0 ici. Je mets un 1 sur le OU, ça fait un 1.
inversé donne... Oh, ça donne un 0. Puis le 0 qui va rentrer ici dans un ou 0 donne 0, inversé, ça donne 1. OK? Est-ce que le 1 maintenant va rester là? 1 ou 1 donne 1, inversé donne 0. C'est stable. Quand je mets un 1 sur 7, ça met un 0 sur Q bar, mais ça met Q à 1. Pas de problème, ça marche. Je remets mon S à 0. Qu'est-ce qui se passe? Je vais le laisser ici, puis je vais mettre une nouvelle couleur. Je remets mon S à 0. Que se passe-t-il? J'ai 0, puis j'ai 1. 1 ou 0, ça donne 1. Inversé donne 0. Et ça devrait rester stable. Parce que je n'ai rien changé. Comme lui est resté à 0, 0 ou 0 donne 0. Inversé donne 1. Ça reste stable. Quand je mets 0, une fois que j'ai mis 1, si je remets 7 à 0, ça ne bouge pas. Je mémorise donc mon état. J'ai fait un S. S pour 7. D'ailleurs, on l'a appelé S à cause de ça. Ça set la sortie Q à 1. Même si je le remets à 0, elle maintient sa valeur. Mais ça s'est fait de façon asynchrone. Vous avez vu, il y a comme un délai, là. Hein, faut que ça ici, ça change, qui fait changer ça ensuite. Donc, il y a comme un délai. Ça va causer des problèmes, d'ailleurs. Je reviens. Je continue avec ça. J'ai 0. Pour l'instant, j'ai 0. Ça n'a rien changé au niveau de... Tout le reste est resté stable pour l'instant. Si je mets maintenant mon reset, le reset, je le mets à 1 maintenant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 0 ou 1, ça donne 1, inversé donne 0. Oh! Ça force un 0 ici. J'ai donc 0 qui rentre ici. 0 ou 0, ça donne 0. Inversé donne 1. Tata! Donc, ça donne 1. J'ai donc, en faisant un R à 1, j'ai reseté Q. Hein, vous voyez, on a bien Q et Q bar. Ça, c'est ma sortie principale. Ça, c'est l'inverse de la sortie principale. Tout aussi simple que ça. OK? Donc, quand je fais un reset, ça met ça à 0, qui met ça à 1, puis est-ce que ça cause problème si je continue? Ça donne un 1. 1 ou 1 donne 1. Inversé donne 0. C'est stable. Pas de problème. OK? OK. Je continue. Je mets ça à 0 maintenant. Je la remets à 0. Est-ce que c'est encore stable? J'ai 1 ou 0, ce qui donne 1. Inversé donne 0. Donc, c'est encore stable. 0 ou 0 donne 1 ici avec l'inversion. Ce qui fait que c'est encore stable. Fait que le reset le Q à 0, alors que le set met le Q à 1. La sortie Q à 1. OK? Donc, ça fonctionne. Par contre, je vais aller maintenant voir la même chose que je viens de vous montrer là, mais je vais vous la montrer sur un chronogramme. Là, on va commencer à être obligé de voir des chronogrammes parce qu'avec des horloges, on n'a pas le choix, il faut se synchroniser avec l'horloge pour être capable de voir des choses. Mais là, on va aller voir le chronogramme justement de changement d'état de cette bascule-là. OK? Fait que je retourne à l'écran. On va aller voir ça. Donc, le but de la bascule, vous avez vu, c'est de mémoriser une valeur binaire. Donc, ça veut dire que je prends, je set ou je reset la sortie qui est une valeur mémorisée. Okay? J'essaie de maintenir une valeur. Donc, je peux contrôler la valeur qui est mémorisée d'une façon ou d'une autre. Tout dépendant du type de bascule qu'on va utiliser, on peut contrôler cette valeur-là qui est maintenue. Donc, on la contrôle selon la spécification de la bascule en tant que telle. Il y a plein de sortes de bascules. Là. Il y a cette bascule-là qui s'appelle set reset. Et on va aller voir le chronogramme comme je vous ai dit. Donc, ça, c'est exactement la fonctionnalité que je viens de vous montrer.
Donc, si je commence avec un reset, juste pour setter la sortie, je fais un reset pour setter, c'est pas pire, hein? Donc, pour forcer la sortie Q à 0, donc, vous voyez ici, je le mets ici, donc ça sort après un certain délai, j'ai 0, mais elle était déjà à 0, mais c'était juste pour m'en assurer. En fait, tant que le reset est actif, ça force la sortie Q à 0. Si je mets maintenant les deux à 0, rien ne bouge. Vous voyez ici, il n'y a rien qui a bougé. Par contre, si je fais un set, après un certain délai, j'ai Q bar qui tombe à 0. Puis ensuite, après un autre délai, j'ai Q qui tombe à 1. Donc, après un petit délai de rien, on voit très bien que je retombe, la sortie Q tombe à 1. Ici, on essaye quelque chose. C'est une combinaison d'entrées qui ne devrait jamais être utilisée, parce que vous allez voir que tantôt, à cause des problèmes, on met 7 et reset en même temps. Lequel est prioritaire? Ben, d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait? Si vous mettez 7 et reset en même temps à 1, alors que on avait cet état-là juste avant, ça nous donne un cas où est-ce qu'on a Q et Q bar à 0, alors qu'ils seraient supposés inverser, sont tous les deux à la même valeur. Donc là, le comportement est particulier, ça marche pas. Okay? On recommence un autre affaire, on fait un reset, on remet 7 à 0 puis on met R à 1. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça force la sortie Q à 0 puis ça met Q bar à 1. Ensuite, on remet les deux 7 et reset à 0, donc ça se maintient, pas de problème. Je fais maintenant un 7. Je fais maintenant un 7 et ça me donne oui, c'est ça. Je fais maintenant un 7 et ça me donne un 1. Et je refais le même problème que tantôt. Je remets les deux à 1 en même temps. Vous voyez ici, ça n'a pas causé de problème. Mais si je mets les deux à 1 en même temps, puis que j'ai encore les deux entrées Q et Q bar à 0, et que en même temps, je prends les deux 7 et reset, je les descends à 0 en même temps. Exactement en même temps. Ça va faire en sorte que là, je vais tomber dans un cas de course. On appelle ça un cas de course. Ça veut dire qu'il y en a un qui reset l'autre, puis l'autre le set, puis ça se fait tout en même temps. Fait qu'il y en a un qui le met à 1, puis l'autre le met à 0. L'autre le met à 1, l'autre le met à 0. Ça donne ça. Ça donne une oscillation non voulue. Et ça, c'est problématique. On veut pas ça. OK? Donc, la bascule set reset, parce qu'elle n'est pas synchronisée par une horloge, elle cause ce genre de problème-là. Donc, on ne veut surtout pas ça. Donc, on cherchait un moyen de régler ce problème-là. Et on a essayé plein d'autres sortes de bascules. Donc, la bascule set reset, quand on l'utilise, il faut savoir qu'il faut toujours en mettre juste un seul à la fois actif pour que ça marche bien. Tu peux pas faire les deux. En tout cas, pas quand elle est construite de cette façon-là. Donc, les bascules les plus utilisées aujourd'hui sont synchronisées par un signal d'horloge parce que ça présente plusieurs avantages. Donc, un seul signal permet de synchroniser un système complexe. Un seul signal, une seule horloge, là, pour tout le reste. Un seul commandant qui dit gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche. Ça fait tout en même temps. OK? Ça, là, c'est merveilleux. Tous les changements de valeur s'effectuent au même moment exactement, ce qui enraye plusieurs problèmes liés au délai et à la synchronisation. Comme les petits soldats qui marchent, comme tout le monde est synchronisé en même temps, il ne se pile pas ses pieds, on voit les pieds bouger en même temps. Pouc, 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 pouc. Même s'il y en a 4 qui sont un à côté de l'autre, ça fait clic, 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 clic. Ça fait pas non. OK.
Donc, tous les changements de valeur s'effectuent au même moment exactement, ce qui enrègle plusieurs problèmes liés au délai de la synchronisation de plusieurs signaux. Le bruit sur un signal entre les coups d'horloge, aucun problème. Pourrait avoir du bruit, l'horloge n'a pas bougé. Donc, en autant que l'horloge n'est pas bruitée. Le bruit sur un signal n'affecte le fonctionnement que dans un court instant lors du front de l'horloge. Un meilleur contrôle sur les contraintes de temps à respecter dans le circuit, par exemple les temps de maintien et de préparation, comme on contrôle l'horloge, ben, on a juste à ajuster l'horloge pour respecter ces contraintes-là, puis tout va bien aller. Il n'y aura pas de problème. OK? Hein, vous le savez, hein, si vous overclockez trop, ça cause des problèmes. OK. Éléments de contenu. Bascule, ça c'est les sortes de bascules. Là, j'ai vu la bascule RS. Ouais, je vais continuer. Donc, la bascule D. La bascule D, c'est la bascule la plus utilisée. C'est celle-là. Aujourd'hui, en tout cas. Auparavant, quand on faisait le montage à la main sur breadboard, il y a plus de 20 ans, on utilisait la bascule JK parce qu'elle nous permettait de faire moins de câblage. Maintenant, ben, comme c'est pas nous qui faisons le câblage, puis de toute façon, on fait plus vraiment de la logique combinatoire avec des portes logiques, mais bien avec des lookup tables dans les FPGA surtout. Ben, la bascule D étant plus simple, elle prend moins d'électronique, moins de transistors pour la fabriquer. Fait qu'à l'intérieur des FPGA, ce qu'on a, c'est des bascules D. Ce ne sont pas des bascules JK ou T ou n'importe quelle autre. C'est des bascules D qu'on a parce que c'est celle qui prend le moins de transistors à fabriquer. Donc, c'est celle-là qui est utilisée. Fait qu'on pense toujours avec une bascule D. Et en plus, au niveau sauvegarde de données, il n'y a pas de signaux de contrôle. Ce que tu rentres à l'entrée, c'est ça qui va être sauvegardé au prochain coup d'horloge. Okay? Si tu mets un 1, au coup d'horloge, tu vas mémoriser un 1. Et tant que l'horloge passe pas, tu vas avoir ton 1 qui va être maintenu là. Si tu mets un 0, au coup d'horloge, tu vas avoir un 0 en sortie. Et tant aussi longtemps que l'horloge ne repasse pas, tu vas garder ton 0. Donc, la bascule D est super simple à comprendre. Et c'est pour ça, elle est simple à comprendre puis elle est simple à fabriquer, fait que, au niveau électronique. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous les systèmes, c'est des bascules D qu'on voit. Elle fonctionne, la bascule D peut fonctionner soit sur un front montant, donc avec un triangle comme ça ici, ou un front descendant, donc avec un triangle puis une inversion. Donc, ça, c'est le symbole pour dire front descendant. Ça veut dire que la donnée va être transférée de D à la sortie Q au front descendant. OK? Je vais remonter ça un peu. Donc, on dessine ça, c'est simple. Hein? C'est un carré avec D, Q, puis une bascule, une horloge. OK? À quoi ressemble le chronogramme d'une bascule D? On peut arriver avec une entrée D qui arrive n'importe quand. Par contre, la sortie va être synchro avec le front. Si on a une bascule sensible sur le front montant, ben ça va être au front qu'on vient changer la valeur. On regarde qu'est-ce qu'il y a à l'entrée. Ah, j'ai un 1. À ce front-là, il sort un 1. Prochain front montant, je suis ici. Prochain front montant, j'ai un 1, je sors un 1. Donc, ça ne change pas. Prochain front montant, je suis ici. Ah, j'ai un 0, je sors à 0. À partir de ce front-là. Ensuite, front montant, j'ai un 0, je sors 0. Front montant, j'ai un 1, je sors 1. Vous voyez, même si la valeur est pas longue, c'est pas long ici, là. Ben, de toute façon, habituellement, ce signal-là devrait être beaucoup plus lent que l'horloge. C'est l'horloge qui est toujours le plus rapide, hein, je vous l'ai dit tantôt. Donc, étant donné que c'est l'horloge qui est toujours plus rapide, des impulsions comme ça, comme celle-là ici, ça, c'est du bruit. Ça ne devrait pas arriver. Ben, si ça arrive, c'est parce qu'il y a un délai quelconque qui fait en sorte qu'il y a un petit glitch. Mais justement, l'horloge est là pour stabiliser
ces glitches-là. Fait que les glitches vont passer, puis quand ça va être stable, pouf, on passe le front. Donc, on change la fréquence, on ajuste la fréquence pour faire en sorte que ces glitches-là ne viennent pas influencer le fonctionnement. Okay? Donc, vous voyez, le front est ici. Puis, après le front, ben, il y a des changements de valeur qui peuvent être influencés par des délais. Ben, c'est pas grave. On attend le prochain front, mais tout va rester stable en sortie de bascule. Donc, on remarque que sur ce symbole que l'entrée d'horloge n'est pas explicitement identifiée par un nom, mais par un triangle. Donc, le symbole ici, là, il n'est pas écrit HOR ou CLK ou clock ou n'importe quoi. C'est un triangle. Quand vous voyez un triangle comme ça, ça dit, ça c'est une entrée d'horloge. J'ai un de mes profs à l'université, il disait « Don't fuck with the clock ». Ça veut dire, un clock, ça va dans l'entrée de clock, puis une donnée qui arrive d'un circuit combinatoire, ça rentre dans les autres entrées. Mais tu mélanges pas les deux. Un clock dans le clock, le reste dans le reste. OK? Non plus, tu rentres pas un clock dans l'entrée D ou dans un entrée enable. Un clock, c'est dans le clock. OK? Don't fuck with the clock. Si tu veux avoir des problèmes, mélange les deux, tu vas avoir des problèmes. OK? Voilà. OK. Voici la table de vérité d'une bascule D. Quand tu as 0, l'état suivant au prochain coup d'horloge, c'est 0. Si tu as 1, au prochain coup d'horloge, tu vas avoir 1. Tout aussi simple que ça. Peu importe ce que tu as présentement à la sortie, c'est pas important. Ce qui va sortir, ça va être ce que tu rentres au coup d'horloge. OK? On remarque effectivement que la sortie Q qui suit le front actif de l'horloge prend directement la valeur de l'entrée D, peu importe la valeur présente sur la sortie Q avant le front. Bon, c'est tout simplement une description de ce que je viens de dire. OK. Là, je vais parler de deux concepts. L'état présent, l'état suivant. J'en ai parlé un petit peu en la view au Lab N04. Hein? À la sortie d'un registre à décalage, ce qui commence la boucle, ce que j'appelle, moi, la sortie du registre à décalage, c'est ce qui commence la boucle. Ça, c'est l'état présent. Au début de la boucle, c'est la valeur qui est présentement mémorisée, okay, dans le registre à décalage. Après le calcul, j'y envoie quelle sera la valeur que je veux avoir au prochain tour de boucle. Ça, c'est l'état suivant. Ben, on a la même chose. Et là, je vais aller au tableau. On a la même chose dans un circuit numérique avec des bascules. La bascule mémorise une valeur. Voici une bascule D. OK? La valeur qui est mémorisée en ce moment, on l'appelle état présent. Et ça, faites attention parce que sur le web, il y a des bisouneux qui mélangent tout. Ça, c'est l'état présent. OK? Nécessairement. C'est l'état présent. L'état futur, c'est quand le coup d'horloge va passer, quel sera l'état que je veux envoyer? Ben, c'est la valeur qui va se trouver ici. Parce que bien souvent, en fait, il va y avoir une rétroaction avec quelque chose en avant, LC, la logique combinatoire qui va permettre de dire quel sera le prochain état de D. Voyez-vous que je suis en train de dessiner ce que je vous ai montré au début du fascicule N05? La structure d'un système séquentiel synchrone, c'est des bascules puis de la logique combinatoire à l'entrée. Même si c'est une seule bascule puis un petit circuit avec une porte logique, ça reste ça. Okay? Donc, au prochain coup d'horloge, l'état présent va changer en fonction de l'état suivant que je vais lui donner. Okay? Souvent,
c'est pas toujours vrai. Des fois, l'état suivant, c'est un concept. Pour la bascule D, effectivement, juste avant le changement, je peux le mettre ici. Mais c'est un concept parce qu'il n'existe pas vraiment l'état suivant. C'est un concept. Hein? C'est comme votre futur. Connaissez-vous votre futur? Pas vraiment. Vous en avez une idée, vous pouvez préparer votre futur en faisant des choix. Ben, c'est exactement ce qu'on fait ici. On prépare le futur en faisant des choix avec la logique combinatoire, mais on ne sait pas encore exactement quand est-ce que l'horloge va passer. Ça peut changer ici à la dernière minute, okay? Ou au dernier nanoseconde. C'est des nanosecondes, même c'est rendu presque d'un picoseconde. Je serais curieux de faire le calcul à 5 GHz, c'est combien de délai. Okay? Donc, l'état présent, c'est ce qui est là. C'est lui le plus important. Lui, c'est ce que tu peux mesurer. Tu mets ton oscilloscope là-dessus, tu peux voir l'état. L'état présent. Présentement, je suis là. Hein? Je peux le mesurer. Mon futur, je le sais pas. Je peux le prévoir. Je sais que je vais finir mes vidéos à soir. Ça, je peux le prévoir. À moins qu'il y ait un problème, là, je peux le prévoir. Mais il faut quand même que je fasse mon premier vidéo, mon deuxième, mon troisième. Ça, je peux connaître ma séquence. Et maintenant, je suis présentement devant le tableau. Ça, c'est mesurable. Okay? Même chose ici. Je peux mesurer la sortie de la bascule, l'état présent. L'état suivant, c'est quelque chose, c'est un concept. Souvent, ça va être un concept que je vais mettre en tableau. Quand j'ai tel état, je m'en vais vers tel état. L'état suivant, ça sera vers où je m'en vais. Okay? C'est comme quand vous faites un plan. Je suis présentement là, je veux m'en aller là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois mettre telle équation en avant. OK. Je reviens à l'équation. Oh, qu'est-ce que je viens de faire là? OK. OK. Donc, l'état suivant, on est à l'état présent, la valeur que possède la sortie d'une bascule. Okay? Avant le passage du front actif de l'horloge. Cette valeur est lisible directement au voltmètre, car elle est présente sur la broche de la bascule. Évidemment, si dans un FPGA, il va falloir faire sortir sur une broche, là, mais on peut le faire. C'est aussi la valeur qu'on peut lire sur un chronogramme à un moment précis. Donc, si vous regardez sur le chronogramme, c'est une valeur qu'on peut afficher sur le chronogramme. Je peux faire l'historique de tout ce qui s'est passé en lisant l'état présent. On nomme souvent Q la variable de sortie de l'état présent d'un signal de bascule. Vous allez voir ça souvent. L'état suivant, on appelle l'état suivant la valeur que prendra la sortie d'une bascule après le passage du front actif de l'horloge. Cette valeur n'est pas lisible directement. Je devrais dire toujours. N'est pas toujours lisible. Des fois, ça peut être possible, mais encore là, ça dépend de la bascule qu'on utilise. Si on utilise une bascule JK, c'est impossible de la lire, cette valeur-là. Je ne peux pas lire l'état suivant. C'est un concept. Je veux aller vers tel état. Qu'est-ce que je dois faire des commandes? OK, c'est comme quand vous prenez votre char puis vous voulez savoir quel sera votre état quand vous allez arriver à Montréal. Ben, il faut que tu commences. Il y a plein de commandes à faire. Hein? Tu dois faire une couple de commandes de volant, puis de gaz, puis de shifting, puis tout ça, pour te rendre là. Ben, c'est un peu ça. L'état suivant, c'est sur certaines bascules, c'est pas quelque chose que tu peux lire avec un voltmètre. C'est pas lisible, c'est pas un fil. C'est un état. C'est un concept vers où tu t'en vas. Quand il devient présent, ben, il est plus suivant, il est présent. OK? OK. Voici à quoi ressemble le code VHDL qui permettrait de générer un circuit contenant uniquement une seule bascule à front montant. Ça, c'est le code de base d'un circuit séquentiel synchrone à bascule D. En fait, on fonctionne toujours avec des bascules D. Ça, là, c'est ce que j'appelle, moi, la poutine. Vous allez dire, encore de la poutine? Oui. Ça, c'est une façon de faire qui est toujours la même. Quand vous avez appris cette façon de faire-là, je devrais la pointer comme ça. Si vous apprenez cette façon de faire-là, c'est la même façon de faire après pour tous
les circuits synchrones. C'est beaucoup plus facile d'apprendre, tant qu'à moi, la base du VHDL que d'apprendre le C. Parce qu'une fois que tu as appris la base, il n'y a plus rien d'autre après. C'est toujours pareil. OK. On verra. Donc, une bascule D, on a une entrée de D, puis une sortie Q, puis on a une entrée de clock. Donc, ça, c'est l'entité. Comment ça fonctionne? On utilise un process, ce qu'on appelle un process synchrone, parce qu'il y a une horloge dedans. Puis l'horloge, c'est la seule valeur qu'on doit écouter ou qu'on doit regarder dans la liste de sensibilité pour pouvoir rentrer puis évaluer. S'il n'y a pas de clock, on n'a pas besoin d'évaluer le process parce que de toute façon, la sortie ne devrait pas changer. Donc, ça ne sert à rien de l'évaluer. Donc, c'est pour ça qu'on met juste le clock dans le process. Parce que si le clock passe, je vais aller évaluer mon process. Mais s'il ne passe pas, je m'en fous. Il y a des cas particuliers où je vais rajouter d'autres choses dans le process. On y reviendra plus tard. Mais pour l'instant, dans le process, je mets le clock. Puis, je vais venir mettre, pour être sûr, mon événement sur le clock. Donc, je vais dire, si j'ai un clock égal à 1 et j'ai un événement dessus, prends ce qu'il y a à l'entrée puis envoie-le à la sortie. Je vais aller au tableau avec ça. La ligne que j'écris, qui est écrit CLK underscore I égale 1 and CLK underscore I apostrophe event. OK? Quand j'écris ça, ce que ça veut dire quand le clock est égal à 1 et que je viens d'avoir un événement sur le clock. Quand j'ai eu un événement, puis maintenant, ce que je peux pas prédire que je vais monter à 1, mais je peux dire je suis à 1 puis je viens d'avoir un événement. OK? Tu sais, c'est comme si quelqu'un me donne une tape sur l'épaule. Je peux pas savoir qu'il va m'en donner une, mais quand il m'en donne une, il vient de m'en donner une. OK? Ben, c'est exactement ça. Là, j'étais à 1, puis je viens d'avoir un événement. Il vient d'avoir un changement d'état. OK? Un événement, ça veut dire, j'étais pas à 1 avant. Mais là, j'étais à 1, puis il y a eu un changement. OK? Le clock apostrophe event, c'est comme si, quand vous dites John's house. C'est la maison de John. Ben, clock's even. OK? Tu sais, quand vous écrivez John's, vous écrivez John's, l'apostrophe. Mais clock event, c'est l'événement du clock. OK? Donc, il était à 1, mais il y a eu un événement, il y a eu un changement dessus. Donc ça dit, c'est un front montant. Vous avez aussi, si vous remplacez ça par 0, on est dans l'autre sens. Je suis à 0, mais je viens d'avoir un événement. Je suis là. Je suis au début du changement. Je viens de changer, mais je suis à 0. C'est un front descendant. Donc, clock égale à 1 and clock even, c'est un front montant. Clock égale à 0 and clock even, c'est un front descendant. Et ça, cette ligne-là, vous ne pouvez pas l'utiliser pour autre chose qu'un clock. Parce que le VHDL, il y a des mots réservés pour être capable de reconnaître facilement qu'est-ce qui est une bascule, qu'est-ce qui est des équations logiques. Et ça, c'est réservé pour reconnaître qu'est-ce qui va générer des bascules. N'oubliez pas, là, vous êtes en train de faire du code qui vous permet de générer des circuits. Il faut faciliter un petit peu le générateur. Hein? Il y a le synthétiseur qu'on appelle. Donc, ça, cette phrase-là, ou cette ligne-là est super importante, mais elle doit être strictement réservée pour générer des clocks et des bascules. Okay? Donc, si je zoome là-dessus,
Donc, on a, si j'ai un événement sur l'horloge et clock égale à 1, j'ai donc un front montant. Si j'ai un front montant, prends ce qu'il y a sur l'entrée D, puis mets-les dans la sortie Q out. That's it. C'est le comportement d'une bascule D de base. Évidemment, c'est rare que je fais ça, mais ça peut arriver que j'aie un bit à synchroniser, puis c'est ça que je vais faire. That's it. Où pouvons-nous trouver l'état présent dans le code? C'est-tu possible de lire l'état présent dans le code? Oui, c'est Qout. Puis l'état suivant, ben, ça va dépendre. Parce que D peut fluctuer beaucoup, mais il va être pris seulement quand le clock va passer. Fait qu'il faut que je me saigne. Pour savoir exactement l'état, pour être un bon visionnaire, faut que je sois capable d'aller le chercher exactement au bon moment, juste avant que l'horloge passe, je vais chercher la valeur de D. Ça serait l'état suivant, mais il faut que je sois vraiment super bon. Il faut que je sois capable de me synchroniser. Donc là, ça me prendrait une autre horloge pour me synchroniser. OK. L'état suivant, c'est un concept. Retenez ça, vous n'aurez pas de problème. C'est pas quelque chose que vous pouvez toujours lire sur un circuit. L'état présent, oui, pas l'état suivant. OK. Donc, le même code avec un front descendant. Donc, la seule chose qui change, c'est le petit zéro qui est ici. That's it. OK. Là, en passant, ce que vous avez peut-être de la misère à lire là, en rose, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est des commentaires. OK. C'est pas si grave que ça si vous le voyez pas bien. De toute façon, vous pouvez toujours regarder dans vos notes de cours. Vous allez avoir accès à ça. Prenez note, le langage VHDL vous donne accès à un niveau d'abstraction qui fait en sorte que les bascules D sont automatiquement inférées. Qu'est-ce qui est inféré? Inféré veut dire générer. Ils sont déjà dans le circuit, mais je viens les brancher pour qu'ils fonctionnent selon ce que je leur ai demandé. Donc, créer ou mis en service. Je les mets en service. Quand on dit inférer, c'est les mettre en service dans un circuit. Donc, j'utilise le langage pour mettre en service certaines parties du FPGA pour qu'il se comporte selon ce que je lui demande. Aussitôt que la syntaxe d'un process synchrone est utilisée, ben, j'infère des bascules. Si je mets la process clock begin if clock 0 and clock even, j'infère une bascule ou des bascules avec front descendant. C'est ça. OK. J'arrête ça là. Puis je continue tantôt. Bye.